Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour vous faire le bilan culture du mois d'avril. Ça a été un petit mois en termes de découverte parce que j'avais pas mal de travail, mais j'ai quand même lu 2-3 trucs pas mal et du coup j'avais envie de vous en parler. Je vais commencer par les romans graphiques. J'ai lu ce mois-ci Shenzhen, qui est un des premiers romans graphiques de Guy Delisle, qui est un monsieur qui était animateur, il l'est peut-être toujours, mais qui du coup pour son métier voyageait beaucoup et a été beaucoup expatrié dans différents pays. Il a donc fait un carnet journal de bord qu'il a transformé en roman graphique parce que je suppose qu'il a fait un travail quand même d'édition et de mise en page, mais en tout cas là-dedans il va raconter ses 3 mois là-bas de solitude dans un pays, dans une ville chinoise vraiment en transition, fin des années 90, début 2000, et à quel point c'est compliqué et à son rapport à la culture, aux habitudes, au travail, à beaucoup de choses. Et c'est vraiment une manière d'aborder le voyage ou en tout cas l'autre pays via l'expérience d'expat qui me plaît beaucoup, mais je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Et il a fait d'autres romans graphiques à la suite de ça, notamment Chroniques de Jérusalem et je pense Chroniques birmanes, quelque chose comme ça, dont je vous avais déjà parlé dans un autre bilan culture. Mais ça m'a beaucoup plu ce premier roman graphique, on sent vraiment l'élan de l'auteur qui va ensuite développer sa carrière autour notamment de ce format-là. J'ai aussi lu 14 juillet de Bastien Vivès, celui-là il faisait partie de ma pile à lire. Pour les Patreons, vous savez de quoi je parle. Sur Patreon en fait je fais des vidéos, des expériences vlogs, des vlogs audio, des contenus écrits, beaucoup plus régulièrement que sur cette chaîne YouTube parce qu'il faut que je trouve un équilibre pour ma création de contenu. Et donc là-bas j'avais notamment fait une pile à lire où j'avais montré tout ce qu'il fallait que je lise avant de racheter de nouveaux bouquins. Et 14 juillet était une BD de Bastien Vivès que j'avais acheté dès sa sortie mais que j'avais jamais lu et j'ai beaucoup aimé. Le Chemisier qui était sa dernière en date que j'avais lu m'avait pas tant plu, mais là 14 juillet c'était vraiment très cool. Ça s'ancre post-attentat donc on est vraiment dans quelque chose comme ça et c'est l'histoire d'un jeune policier dans un bled qui est face à un père et sa fille qui ont été victimes des attentats et qui ont donc décidé de déménager dans le sud et il va vraiment se prendre de passion pour la sécurité de ce duo. Et c'était hyper chouette, c'était un peu une chronique thriller mais pas à ce point là, toujours avec la légèreté et la beauté du trait de Vivès et la présence du corps, de la personnalité, du non-dit, du mouvement beaucoup. Enfin vraiment j'ai beaucoup aimé et encore une fois en termes de scénario, il est trop fort. Là je crois que ça a été coécrit avec quelqu'un. Mais vraiment j'aime ce qu'il écrit beaucoup et j'ai aimé la chute, enfin voilà, j'ai vraiment aimé ce roman graphique là, qui était pas particulièrement facile mais qui était vraiment de l'envergure d'un film, tant par encore une fois le scénario, les motifs, l'esthétique, enfin voilà, vraiment adoré. Mais j'adore Bastien Vivès, je lui voue une passion de dingue et vous le savez. Un autre roman graphique que j'ai eu l'occasion de lire c'est Come Prima de Alfred. Alfred est un auteur que j'aime beaucoup aussi, je vous en avais déjà parlé. On est toujours sur un décor italien et là on est sur le road trip de deux frères qui se retrouvent et qui vont revenir sur leurs origines, plus ou moins, je vous spoil pas tout, et évidemment sur fond de guerre, donc autour des années 70, quelque chose comme ça je dirais. C'est très beau, c'est Alfred, donc pareil, j'aime le mouvement, j'aime la douceur, j'aime comment ça englobe, j'aime comment il dépeint l'Italie. C'est pas celui que je trouve le plus fort de ces romans graphiques, mais c'était quand même un bon moment, même si c'était pas une claque, c'était un bon moment et j'apprécie toujours vraiment son travail, donc ça m'a fait plaisir de découvrir ses personnages. Et puis encore une fois, c'est tellement, je me rends compte à quel point le roman graphique m'aide dans la conception de scénario et de récit pour le cinéma, du fait que ça mêle les mots, les dialogues, les dessins et les cadres évidemment, ça m'aide beaucoup et ça me plaît beaucoup de passer par ce genre de lecture, mais bon c'est quelque chose que je vous répète sans cesse, mais je trouve que c'est vraiment chouette pour ça aussi le roman graphique. J'ai lu un roman, j'ai lu La vraie vie de Adeline Dieudonné en version poche, il est sorti. Je crois que c'est un bouquin qui a fait vraiment grand bruit en 2018, il avait dû avoir peut-être un concours ou concours des lycéens, quelque chose comme ça, que Dorine m'a offert, merci Dorine si tu passes par là, qui a été une lecture vraiment difficile mais exaltante et vraiment un plaisir de lecture. C'est un roman que j'ai pas réussi à situer en temps et en espace, mais où une jeune fille qui au début du livre doit avoir 11 ans raconte son histoire dans une famille hyper violente avec une mère battue, un père ultra violent et un petit frère qu'elle tente de protéger. Et un événement vient ébranler tout ce très faible équilibre familial qui déjà tient sur pas grand chose. Et donc elle va raconter son expérience de
jeune fille qui s'épanouit, en tout cas qui essaye de surmonter la violence extrême de sa vie. Et c'est très très dur. Il y a beaucoup de sang, beaucoup de violence, des motifs que moi j'aime moins, que ce soit de la chair animale vraiment, de la violence physique, des choses comme ça. Moi je suis assez peureuse de ce genre de choses. Mais c'est tellement un récit qui t'emporte et qui t'attrape et qui te tient en haleine que ça vaut le coup, parce que quand même derrière tout ça il y a de la poésie et vraiment ça te tient aux tripes. Et je sais pas, je pourrais pas dire que j'ai adoré, que vraiment ça m'a bouleversée, mais il y a un truc qui fait que ça m'a tellement titillé quelque part, ça m'a fait ressentir profondément et ça c'était hyper cool. Et ça faisait longtemps que j'avais pas eu une lecture aussi physique, je dirais. Physique désagréable, mais physique quand même, et pour moi c'est hyper important d'avoir ce genre d'expérience là, et quand c'est avec la lecture c'est d'autant plus fou, parce qu'il n'y a pas d'image, il n'y a pas de son, c'est toi avec des mots, ça je trouve ça fort. Et donc j'ai beaucoup aimé finalement cette lecture que je vous recommande, même si du coup je fais un trigger warning sur des sujets de violence, etc. Un livre avec beaucoup de sensations, et j'en ai un très bon souvenir de lecture, voilà. J'ai lu un autre roman, en fait j'ai bien lu, c'était cool ce mois-ci. J'ai lu J'étais derrière toi par total hasard, parce que en gros j'avais fini La vraie vie de Adeline de Dionnet, que je partais chez ma mère et je voulais lire dans le métro. Du coup elle m'a filé ce roman là, qui est un roman de 2006 écrit par un homme dont je me rappelle plus le nom mais que j'insère dans l'écran. Je me demande pourquoi ma mère m'a filé ce truc, mais franchement c'était une agréable découverte. C'est un homme qui doit avoir 40 ans et qui raconte comment il en est un peu arrivé au bout de sa vie très classique d'homme marié avec sa femme qu'il aime pour le coup profondément, mais pareil, avec laquelle il est dans une relation un peu trop passionnel, un peu trop toxique, avec ses 2 enfants, et donc il fait une escapade chez son père pendant quelques jours et il va rencontrer une autre femme, et ensuite vous verrez ce qui se passe. Finalement il se passe pas grand chose, mais on est dans la psychologie d'un homme qui est confronté à quel est le sens de ma vie, quel est le sens de la tromperie ou pas, qu'est-ce que je dois ou pas, la morale, comment on aime, comment on se sauve, qu'est-ce qu'on doit à l'autre. Des questions qui me parlent forcément, notamment sur la morale de l'amour et la morale du couple. Parce que je pense aussi que comme l'auteur est un homme plus âgé et raconte ce vécu d'homme plus âgé, ça m'a plu parce que j'y avais pas accès. Ça m'a plu d'entrevoir ce que ça pouvait être dans les yeux de quelqu'un comme ça. Et je crois que ça m'a, je dirais pas aidé, mais c'est toujours bien d'avoir le point de vue de l'autre pour comprendre comment ça se passe. Et franchement les mecs je les comprends pas trop, enfin vraiment, vraiment c'est difficile pour moi de comprendre comment la sensibilité des garçons et leur rapport à l'amour se construit. En tout cas je parle de mon point de vue encore une fois des garçons que je croise et que je côtoie, qui sont mes amis, qui ont ma tranche d'âge et qui sont aussi à cet endroit du post-MeToo et qui doivent se poser la question et qui se mettent à poser la question du consentement. Enfin voilà, eux aussi sont ébranlés je pense dans leur masculinité, vraiment. Et ça m'a plu d'avoir ce témoignage d'homme pour mieux percevoir tout ce sujet là. Même si, encore une fois, ça a été écrit en 2006 et que du coup il y a des commentaires qui sont vachement sexistes. Mais en fait, le sexisme fait partie de notre société, donc on peut pas juste... bien sûr, on peut le condamner, mais c'est normal que ça fasse partie intégrante de certains objets culturels. Non pas qu'il faille les promouvoir, loin de là, mais que c'est comme... ça reste un sujet, quoi. C'est important d'en avoir des traces et des témoignages. Du coup, ça m'a vraiment plu. Mais je sais pas si tout le monde peut être intéressé par cette lecture là. C'était une lecture que je dirais pas mature, mais un peu une lecture d'adulte. Et je sais pas pourquoi ma mère me l'a recommandé, mais j'ai trouvé ça intéressant, même ce parallèle là, me dire ma mère me conseille ce truc là. Je pense pas que c'était genre tiens je te passe un message ma fille, loin de là. Mais se dire que quelqu'un a lu ça dans sa vie, ça remet des curseurs à d'autres endroits, moi je trouve. Bon, voilà. Au cinéma, qu'est-ce que j'ai vu? Au cinéma, j'ai vu Encore de Cédric Clapiche, qui est un bon film, qui est un très agréable moment. C'est une danseuse étoile qui se blesse et qui du coup ne peut plus danser et on va suivre son chemin dans le deuil de ça. C'était agréable, vraiment agréable, j'ai passé un bon moment, j'ai beaucoup ri, le personnage de François Civil est excellent. Clapiche c'est maîtrisé évidemment, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de trucs pour pas grand chose quand il fait des plans d'appartements hyper loin qui doivent coûter une blinde à la prod et qui servent pas à grand chose. Je trouve que dans l'esthétique on est quand même sur une colo qui me plaît de moins en moins et des cadres où on sent un peu qu'il s'assoit sur son talent. Il y a moins un peu la verve de quand il était jeune et où il tentait des trucs. Là on est vraiment sur un auteur affirmé qui se fait kiffer et ça se sent.
C'est un bon moment, mais c'est plus populaire, je dirais, comme cinéma, et c'est pas transcendant. Même si j'ai passé un bon moment, ça m'a pas transcendé, voilà. Et en fait, quand les réals sont aussi installés, aussi doués, et qu'ils l'ont prouvé par le passé, et aussi quand ils ont autant de fric, je me dis que j'aimerais bien les voir plus ambitieux, peut-être pas, mais prendre plus de risques à la réal. Et là, c'était pas trop le cas à mon goût. Mais ça n'empêche que c'est un très bon moment qui, quand ça allait pas trop là en avril, m'a fait vraiment beaucoup de bien. Ça fait un peu l'effet d'un câlin, c'est agréable, c'est joli, c'est mimes, voilà. Donc oui, si vous voulez passer un bon moment, c'est bien. Après, du grand cinéma, je dirais pas ça. Et puis au cinéma, j'ai aussi vu Babysitter de Monia Chokri, qui avait réalisé La femme de mon frère, que j'avais adoré, que j'attendais vraiment au tournant. Ça a été une immense déception. Je pense que c'est aussi en partie du fait que c'est pas scénarisé par elle, donc elle a pris un scénario et elle a juste fait la réal. Je pense que ça joue, mais en tout cas je me suis franchement ennuyée, je me suis même endormie. J'ai trouvé ça plastiquement intéressant parce qu'effectivement elle a une esthétique, elle tente des choses et c'est reconnaissable dans son travail, que ce soit sur le décadrage, sur comment elle filme les comédiens par portrait très serré, mais aussi sur sa déco. Mais malheureusement sur le propos, j'ai trouvé ça d'un ennui profond. En même temps, on sent qu'elle veut toucher du doigt le problème de la masculinité toxique, encore une fois, le post-MeToo, la maternité, le postpartum, plein de sujets hyper intéressants au demeurant. Et en plus, la manière dont elle essaye de les aborder me plaisait, était intéressante, que de dire que c'est pas blanc-noir, c'est pas les hommes et les femmes chacun d'un côté. Ça me plaisait, mais en fait, tout est beaucoup trop faible. On n'y croit pas, c'est paresseux. C'est horrible de dire ça, mais j'ai trouvé ça assez paresseux dans le scénario. Et en fait, je me suis vraiment emmerdée, donc c'est pas du tout un film que je vous recommande malheureusement. Et ça me saoule de vous dire ça, de Monia Chokri que j'adore, mais vraiment pas un super moment de cinéma malheureusement. J'ai vu pas mal de spectacles, même si malheureusement vous allez pas forcément pouvoir tous les retrouver. Je vais en parler quand même parce que finalement je les ai vus et peut-être que ça vous rendra curieux soit sur les metteurs en scène, soit sur suivre le travail des uns et des autres. J'ai vu Merlin, un spectacle qui était mis en scène par Camille et Simon, dont j'avais déjà vu un spectacle Les Barbares à la Comédie Française il y a de ça 4 mois. Pareil, j'en avais parlé dans un bilan culture. Et j'avais pas aimé et je vous avais raconté pourquoi. Ici, ils ont travaillé avec les élèves du conservatoire de 3e année pour créer ce spectacle qui est donc une pièce de 10 heures de base qu'ils ont condensé en 3h15 et qu'ils ont remasterisé à la sauce punk fin des années 90 pour faire une mise en scène hyper actuelle, contemporaine, mais pas du tout too much. Et moi j'avais vraiment peur de ça. Je me disais, vu ce qu'ils avaient fait sur Les Barbares, j'avais vraiment peur de à quel point ils allaient mettre en scène et à quel point ils allaient exagérer, forcer le trait. Et en fait, et bah là ça marchait, c'était vachement juste. J'ai trouvé le texte pertinent et beaucoup de séquences hyper intéressantes. Il y avait des idées vraiment très drôles et ça faisait beaucoup de bien. Et je sais pas, en fait les choix étaient justifiés, les choix de costumes, les choix de décors. Vraiment j'ai passé un hyper bon moment. Mais aussi c'était pour vous dire que le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique propose souvent des spectacles gratuits. Là c'était gratuit parce que ça montre le travail de leurs élèves et du coup faut juste aller sur le site internet ou sur le compte Instagram pour voir tous les spectacles qu'ils font et qui sont en libre accès, je sais pas comment on dit, il faut quand même réserver, mais que vous pouvez voir. Que ce soit des cartes blanches faites par les étudiants au sein de l'école ou des spectacles avec des metteurs en scène qui les font travailler pendant des mois et qui ensuite se produisent au théâtre pendant plusieurs dates d'affilée. Donc en fait c'est une super manière de voir d'excellents comédiens pour pas cher et aussi une espèce de nouvelle fraîcheur dans le travail dramaturgique. Voilà, bon bref. En tout cas c'est un bon plan si vous voulez voir du théâtre gratos. Je vous mettrai le lien du compte en barre d'infos. J'ai vu un one woman show, j'ai vu Cécile Marx, je sais pas où c'était, mais bon, toujours est-il que c'est Margot, dont je vous mets le Instagram ici, qui a recommandé d'aller voir ce spectacle de son amie donc, dont le sujet était c'est quoi être une meuf de 30 ans aujourd'hui. Bon, c'est forcément des sujets qui me parlent puisque j'ai pas tout à fait 30 ans, mais ça arrive quand même. C'est horrible de dire ça. Du coup, je m'identifie à Cécile Marx dans le petit pitch que j'ai lu sur le site internet et j'y suis allée avec Jules. Et on a passé un très bon moment, c'est excessivement sarcastique.
C'est parfois un peu durax, mais c'était un moment de rire fort agréable. Et c'est un truc que je faisais vraiment pas, d'aller voir du stand-up et des one-woman shows comme ça avant. Et maintenant je le fais et en fait je me dis mais qu'est-ce que c'est bien de s'autoriser à rire de temps en temps et pas juste d'aller voir des films dramatiques hyper badants et d'avoir un humain qui nous parle et qui nous montre le pire chez nous mais qui en fait des blagues, du coup ça passe mieux. Donc c'était un bon moment et ça me donne vraiment envie de faire plus ce genre de sortie là. Donc si vous avez des personnes à me recommander qui feraient ce genre de spectacle et de performance, même si je crois pas qu'on appelle ça performance, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup. Je suis allée voir une expo incroyable mais vraie, chose que j'avais pas fait depuis mais vraiment très longtemps. Je suis allée voir l'expo Love Songs à la Maison Européenne de la Photographie à Paris. Love Songs c'est une expo sur c'est quoi l'amour et comment des couples se prennent en photo et comment ils illustrent ça. C'était très bien, vraiment c'était super chouette, j'ai passé un bon moment, c'est une expo qui est pas trop longue, tu mets 1h30, il y a de très belles choses. Je suis pas complètement d'accord sur toute la sélection dans la mesure où il y a des choses qui pour moi sont plus de l'ordre du désir et de la sexualité que de l'amour, mais j'ai quand même notamment découvert le travail de, je veux pas dire de la merde, Hervé Berger. C'était sublime et pareil pour des inspirations de cadres. Enfin oui, c'était vraiment très beau, c'était un très très bon moment. Et en plus de ça, ce qui est super cool avec cette expo, c'est qu'il vous donne un casque avec une playlist d'amour. Et c'est très chouette. J'ai beaucoup aimé l'expérience, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait d'expo, j'ai passé un très très bon moment. Et j'étais pas du tout dans mon seum de célibataire. Ce qui aurait pu être le cas, mais du coup je recommande ça à tout le monde. Même si vous êtes célib, même si vous êtes en couple, même si vous êtes en fight en ce moment, ça donne vraiment très envie d'aimer. Et ça rappelle à quel point c'est important de s'aimer. La dernière chose dont je vais vous parler, c'est un petit podcast, c'est le nouveau podcast du Cœur sur la table, ça s'appelle La dialectique du calbut-sale et c'est réalisé par Ovidie et il y a donc 5 épisodes et Ovidie se plaint parce qu'un mec est venu coucher avec elle, lui a laissé son caleçon et s'est barré au milieu de la night et n'a plus jamais donné de nouvelles. À qui c'est pas arrivé? Enfin, en fait, j'ai l'impression que personnellement, ça m'est déjà arrivé plus d'une fois avec plus d'un mec et je pense que c'est arrivé à pas mal de meufs. Et elle vient de dire c'est horrible, c'est pas possible, il me respecte pas, machin et tout. Ce qui est vrai dans l'absolu. De là à péter un câble à ce point-là, bon, moi je trouve qu'il y a de la responsabilité de tout le monde tout le temps, mais n'empêche qu'elle vient faire une enquête sur pourquoi les hommes font ça. Ce qui est chouette parce que du coup, moi personnellement j'ai pas osé faire l'enquête de pourquoi les mecs faisaient ça. Au début j'ai eu un peu peur de ce truc hyper moi je, de mon point de vue de féministe machin et tout, c'est hors de question, c'est non discutable, c'est pas possible, c'est irrespectueux machin. C'était vraiment très affirmatif dans une direction où je me disais oulala ça va être touchy, enfin, vraiment je suis pas d'accord, c'est beaucoup trop extrême. Et ça manque énormément de nuances et finalement au cours des épisodes elle interroge de plus en plus de personnes qui restent le microcosme de vraiment le féminisme parisien, Maya Mazorette, des autrices hyper connues. Ça reste quand même des gens qui sont tous en train de baigner dans ce milieu mais de la nuance est apportée. Et le mec qui fait ça n'est pas qu'un simple connard et elle n'a pas juste été pas respectée, c'est plus compliqué que ça. Et en fait j'ai bien aimé. Pas nécessairement parce que le podcast m'a dit, mais parce que ça a créé chez moi une réflexion. Et que c'est toujours intéressant de se poser des questions et de se demander ce qu'on en pense nous dans le fond. Il y a quelqu'un qui me demandait sur Instagram il n'y a pas longtemps comment tu fais pour te faire une opinion. Et c'est vrai que je trouve que c'est de plus en plus difficile tant on est dans une société contrôlée, extrême, où la nuance a du mal à exister, où tout le monde peut exprimer son avis mais tout le monde peut aussi se descendre par rapport à son avis, où chaque parole dite peut être extraite et gardée à tout jamais et être utilisée comme preuve de telle ou telle chose. Il y a moins de légèreté, il y a moins de possibilités à la nuance, au changement d'avis même. Et moi aussi je le ressens à travers les réseaux. Et pourquoi je disais ça? Parce que c'est un bel exercice pour se faire une opinion que de lire et d'entendre des choses qui vont pas forcément dans notre sens, mais ensuite de se demander pourquoi ça va pas dans notre sens et de, par son vécu personnel, se demander ce qui nous convient à nous et ce que nous estimons juste ou pas. Parce qu'il y avait un truc assez vindicatif, je crois que c'est le mot, dans le podcast au début. Et je me suis sentie presque coupable de me dire mince, je partage pas le même avis qu'elle. Et très vite je me suis dit mais non, c'est pas grave, on n'est pas les mêmes personnes, on n'a pas la même expérience, on pense pas les mêmes choses et c'est ok.
Et c'est pas parce que j'admire son travail et que je suis féministe comme elle et que je pense qu'on a les mêmes valeurs dans le fond qu'on ne peut pas diverger sur notre manière d'appréhender le monde et de nous exprimer. Voilà, tout ça pour dire que c'est important de se faire son opinion personnelle et que pour ça, je crois que la meilleure arme, c'est vraiment de rester curieux à 1000 choses. Et c'est pour ça que j'aime bien ce bilan culture, mine de rien, même s'il est court, c'est qu'il est très varié sur ce que j'ai trouvé parce que c'était un peu des objets au pif sur mon chemin, qu'il y a eu beaucoup d'hommes alors que c'est vrai que de plus en plus je mets des femmes en avant, mais que là il y a eu des garçons, qu'il y a eu des lectures très différentes de ce que je peux lire d'habitude et que c'est tous ces éléments-là qui ne construisent pas mon identité mais construisent mon point de vue critique. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais cet exercice des bilans culture et que je vous les partage. C'est évidemment pas pour dire faites ci, faites ça, c'est bien, c'est pas bien. C'est vraiment pour m'autoriser à poser un avis sur un objet culturel, un avis qui m'appartienne, et potentiellement qu'on puisse en débattre après si vous n'êtes pas d'accord et si on partage pas la même chose. Et il y a plein de moments où ça a été le cas et c'était super. Mais tout ça pour dire que regardez plein de choses, lisez plein de choses, soyez curieux de tout ce qui vous entoure, continuez d'écouter la radio, continuez d'aller au cinéma, lisez des bouquins, etc. etc. Et il y a un dernier truc dont je voulais vous parler, attendez je vérifie que ça filme toujours. Même si c'est pas trop de la culture, ça me tenait à cœur de vous en parler. Célia, Quel déchet sur Instagram, a sorti un livre trop cool illustré par Clémentine Micanquet. C'est deux amies que j'ai rencontrées via les réseaux sociaux et je trouve ça fabuleux que ce travail des réseaux se soit transformé en objet concret et réel qui est donc ce merveilleux livre que Célia a écrit et que Clémentine a illustré, qui raconte comment être le plus petit déchet dans sa maison et comment être le moins impactant, polluant possible et comment changer ses habitudes à la maison. Je trouve que c'est un génial outil, personnellement je l'ai vraiment bien feuilleté, ça condense très bien le travail de Célia, c'est un très bel outil pour commencer dans sa démarche de zéro déchet et pour réfléchir à toutes les petites actions du quotidien qu'on peut mettre en place. Donc vraiment si vous avez l'occasion, c'est vraiment un chouette bouquin. Célia, félicitations. Clémentine aussi, trop forte, trop admirative du travail que vous faites. C'en est tout pour ce bilan culture, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Moi ça m'a fait très plaisir de vous retrouver. Et ça m'a fait très plaisir de parler de l'opinion et de l'esprit critique. Si ça vous intéresse d'en voir plus sur mon travail, je crée du contenu exclusif pour Patreon à peu près 4 fois par mois, que ce soit des vidéos expérience vlog ou des vlogs audio ou des écrits dans lesquels je partage beaucoup plus mes états d'âme et c'est un espace où je trouve mieux mon équilibre qu'avant. Donc si ça vous intéresse de parler de plus de sujets, n'hésitez pas à me suivre là-bas, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un abonnement à 3 € par mois je crois pour avoir accès à tout. Je propose pas de produits matériels mais je propose de la réflexion et un échange plus intime là-bas. Donc si ça vous intéresse et que vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas. Sinon je reste ici quand même pour faire quelques vidéos de temps en temps, notamment les bilans culture. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, plateforme sur laquelle je suis active plus régulièrement. Je vous souhaite un très beau mois de mai, j'espère que vous finissez bien vos études, que vous passez bien des concours, que vous vous en sortez, que vous vous sentez bien, que ça va mieux parce qu'il y a de la lumière et que ça fait vraiment plaisir. Si vous avez des recos, n'hésitez pas, utilisez l'espace commentaire. Je vous embrasse très fort.